qui critique aujourd'hui la laïcité agressive en France. La laïcité agressive en France, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, la France et certains voisins européens sont montrés du doigt par une commission gouvernementale. Cette laïcité agressive, ça veut dire que ce sont des restrictions, en fait des normes, qui limitent gravement l'intégration sociale et les opportunités en termes d'éducation et d'emploi pour des individus affectés. Et du coup, ils sont montrés du doigt, stigmatisés au nom de leur religion. Et c'est ce que dit ce rapport américain, que du coup, ça bloque aujourd'hui la progression sociale. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Je pense on parle d'intégrisme laïque aujourd'hui. La France est un pays unique dans ce domaine, avec des espèces d'obsessionnels de la laïcité qui défendent la laïcité comme si c'était d'abord la seule norme. On a des tas de pays démocratiques autour de nous qui sont pas laïques, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, qui ont l'Angleterre, comme la Belgique, les États-Unis, qui ont des leçons de démocratie à nous donner. La laïcité n'est pas du tout, de la façon dont on l'utilise, une norme comme ça qui serait si extraordinaire que ça. Derrière cette laïcité, on se réfugie pour tout. Et tout et n'importe quoi, les interdictions des voiles pour les gamines, des trucs comme ça, au nom d'une laïcité. Mais ça te choque, ça? Complètement, je trouve ça complètement con. Ça a été, à mon avis, la pire loi qu'on a fait voter, qui a empêché l'intégration des gamines, qui a en plus stigmatisé, et qui en plus, sur des adolescents, tu as un effet terrible, c'est-à-dire qu'elles se sont dit, ça fait chier tout le monde, on va en rajouter. Comme si elles s'étaient fait un piercing ou un tatouage. Moi, franchement, en tant qu'éducateur, j'ai trouvé que c'était un truc absolument dramatique. Tu vas dans n'importe quel pays autour de nous, tu vas en Belgique, t'as des gamines, elles vont à l'école où elles sont avec des voiles, ça ne pose de problème à personne. Mais là, ça pose des problèmes. Moi, ce qui me gêne, je suis très impatient d'entendre notre père sur cette question, mais ce qui me gêne, ce sont les stratégies communautaristes. Moi, j'aime beaucoup les pays anglo-saxons, mais en même temps, j'admets aussi qu'ils ont une vision de l'organisation sociale qui est pas nécessairement la mienne. En Angleterre, par exemple, j'étais en Angleterre il y a 3 jours. Là, on voit des villages qui sont des villages ethniques autour de Londres. Il y a un quartier pakistanais, il y a un quartier chinois, il y a un quartier indien. On les a déjà ici à Paris. Alors, on les a un peu, mais un peu moins. Moi, je suis contre les politiques communautaristes, c'est-à-dire des politiques. Les Français font la même chose en Australie. Non, mais ce que je veux dire, Étienne, et là-dessus on peut-être partager un point de vue, c'est que quand la République concède sa souveraineté sur un territoire au profit d'une communauté et du chef de cette communauté, c'est-à-dire pour être clair, en Angleterre, quand il y a un crime dans la communauté chinoise, Scotland Yard se retourne vers le chef de la communauté chinoise et lui dit tu règles le problème ou tu collabores. Ouais. Moi, je trouve que ce modèle-là a ses limites. Ce que faisait tout bon dans le 13e. Alors, qu'a dit notre père Patrice Bourrier sur ce rapport qui dénonce la laïcité agressive française? Moi, en tant que curé de paroisse, une grosse paroisse à Poitiers, j'ai jamais souffert, je dirais, d'ostracisme, d'une laïcité d'exclusion. Mais je sais que ça dépend des villes. À Poitiers, on a la chance d'avoir un député-maire, Alain Claes, qui de ce côté-là est plutôt remarquable. On est interrogé à chaque fois qu'il y a des travaux dans l'église, parce que je rappelle que les églises ne nous appartiennent pas. Donc, quand il y a des travaux, on est interrogé. Oui, mais c'est les travaux sont cause quand on dit laïcité agressive. Ce que je veux dire, moi, je vais m'en prendre aux États-Unis. De quel droit les États-Unis donnent-ils des leçons? Et qui défendent-ils derrière? L'Église de Scientologie? C'est ça qu'ils défendent? De quel droit parlent-ils pour le monde entier? Je m'insurge et je dis qu'ils n'ont pas le droit de parler pour le monde entier. Ils parlent pas pour le monde entier. Je te signale qu'aux États-Unis, effectivement, le concept de secte n'existe pas. Il est typiquement dans notre pays. C'est-à-dire, mais on peut admettre la liberté religieuse, elle est totale, comme en Allemagne. Eh bien, justement, on va continuer de parler de religion avec notre consoeur Elisabeth Chemla. L'islam, l'épreuve française, Tribune Libre, publiée aux éditions Plomb, avec une enquête assez fouillée. Et notamment, Elisabeth nous dit que les maires dans des villes ont reculé devant un affrontement avec des responsables musulmans parce qu'ils avaient peur qu'on mobilise les foules. Et du coup, on a peut-être vendu la laïcité. Aujourd'hui, on a peut-être peur de ce qui se passe face à la religion musulmane, ou tout du moins une certaine partie de la religion musulmane. On va en parler avec Elisabeth, vous pouvez réagir au 32-16. RMC, 10h, 13h, Alain Marchal et les grandes gueules. Les GG
écoutiez les grandes gueules sur RMC, les grandes gueules avec Étienne Liebig, le père Patrice Gourier, curé à la paroisse Saint-Porcher de Poitiers, Pascal Perry, économiste, Étienne est éducateur, et c'est Elisabeth Chemla qui nous a rejoint. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Rédactrice en chef, vous avez été du Nouvel Obs, directrice adjointe de l'Express aussi, vous avez fondé le site procheorient.info, vous êtes une grande connaisseuse du Maghreb, du Proche-Orient bien sûr, et puis vous revenez avec ce livre Islam, l'épreuve française. Alors nous on aime bien les grandes gueules, vous savez, c'est le titre de l'émission, c'est une tribune livre, dans la collection de Tribune Livre chez Plon. Et vous commencez en disant l'islam a aujourd'hui une image désastreuse auprès des Français parce que l'islam est porteur de ce que les Français ne sont pas aujourd'hui. Et oui. Vous avez l'islam, l'épreuve française, on est face à une épreuve avec l'islam. Alors, oui, mais je crois que tout le monde est en face d'une épreuve avec l'islam, en France j'entends. C'est-à-dire les Français, puisqu'on voit les sondages sur leur peur, qui à mon avis s'expliquent très facilement, mais aussi, et j'en parlais à l'instant même en venant dans un taxi avec Karim, qui est un jeune Français musulman, aussi pour les Français musulmans qui ne sont pas du tout dans leur vie quotidienne, dans l'expression de ce que je raconte dans ce livre, alors, et qui vivent eux-mêmes une épreuve. Dans les années 60-70, on pouvait être maoïste, trotskiste, etc. Et aujourd'hui, on est face, et c'est pour ça que c'est une épreuve, à un islam identitaire, vous dites aujourd'hui en France. Oui, identitaire, et surtout, puisque vous parlez de maoïsme, communisme, etc., ce que l'on voit aussi, c'est que non seulement c'est un islam identitaire, parce que les jeunes, notamment, ce que j'appelle la génération islam, les jeunes notamment, ont un vrai problème avec la République, la laïcité, tout simplement parce que c'est imposé en France ce que j'appelle l'idéologie de la diversité, du multiculturalisme, c'est-à-dire de l'acceptation des différences, ce qui est une excellente chose, mais aussi la promulgation de ces différences comme un principe qui l'emporte sur tous les autres. Alors ça, c'est je pense qu'à un certain moment, c'est une erreur. De même que il est interdit d'interdire, me paraît être aussi une erreur. Je crois qu'on ne fonde un individu comme un groupe, comme une société, que quand à un moment donné, il y a un consensus sur ce qu'il faut. C'est la théorie de l'État. Je renonce à une partie de ma liberté absolue pour pouvoir bénéficier de liberté relative. Je renonce un peu à ce que je suis pour vivre avec les autres. La question grande gueule, Elisabeth, c'est puisque vous dites islam, l'épreuve française, est-ce qu'on doit se méfier ou avoir peur en France ? Et je crois qu'on est en France face à un problème considérable qui est que nous avons laissé, nous tous, nous avons laissé le financement du culte musulman, c'est-à-dire les mosquées qui sont passées de 900 en 1985 à 2200 aujourd'hui, et il y en aura 1000 de plus dans quelques années. Nous avons laissé ce financement aux mains de l'Arabie Saoudite principalement, depuis un certain temps du Qatar, c'est-à-dire des plus grands exportateurs, d'une part du wahhabisme fondamentaliste et d'autre part exportateurs également de terrorisme. Et nous avons eu des maires en France, beaucoup de maires de toutes obédiences, mais je pense qu'on va en reparler, qui ont eux-mêmes contribué au financement de ces mosquées alors qu'ils s'abritaient derrière la loi de 1905 tout en la contournant. Et nous sommes donc dans une situation où l'idéologie majoritaire véhiculée par cet islam-là est en effet un islam extrêmement dangereux, comme on le voit tous les jours dans les banlieues. Avant que les GG vous posent quelques questions et qu'on continue d'en parler avec vous, bien sûr, on lira les réactions sur le compte Twitter des Grandes Gueules, sur Internet, etc., puis au 32-16. Mais je voudrais que vous donniez justement un exemple. L'exemple de Orly, avec la grande mosquée de l'avenue Cachin, justement. Que s'y passe-t-il? Que s'y dit-il? Bien, dans la mosquée de l'avenue Cachin, donc qui a été décidée par un maire communiste, parce que tout ce qui s'y passe en France, c'est toutes obédiences confondues politiquement, reçoit, comme toutes les mosquées françaises, ce qui est absolument naturel, dans sa partie centre culturel, reçoit un certain nombre d'intervenants. Et un des intervenants qui est venu il y a quelques mois, Mahmoud Mohamed, qui se trouve être également le secrétaire général du comité contre l'islamophobie en France, est venu et a fait une conférence qui a été d'ailleurs mise sur Internet d'abord, puis évidemment retirée, où il explique que la France doit devenir musulmane et qu'il n'y a aucune raison que l'on enlève ce rêve-là aux musulmans français. Oui, mais vous dites quand même, les docteurs enseignent la législation islamique, la charia, effectivement, tout ce qui est interdit par la convention
Convention européenne des droits de l'homme. Et vous dites le site de la mosquée, alors là il est libre effectivement d'y avoir sur le site, le site détaille cet enseignement et fait du prosélytisme qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République et la Convention des droits de l'homme. C'est vrai dans cette mosquée, c'est vrai dans presque toutes les mosquées. C'est-à-dire que de France. Je parle des mosquées, oui. N'est-ce pas? Parce que vous avez énormément de lieux de culte qui évidemment n'ont pas de site internet. Mais quand vous allez détailler, quand vous entrez dans le détail avec les liens, les fenêtres qui s'ouvrent en tant qu'internaute sur les sites des mosquées, vous vous rendez compte qu'en effet, la charia, qui est en contravention de toutes les lois républicaines et des principes européens, des différentes conventions, tout simplement font la promotion permanente de la charia et demandent aux musulmans, aux fidèles, de l'appliquer. Moi, j'ai le sentiment que vous faites beaucoup de... Vous avez vraiment l'impression, vous donnez l'impression que ça a beaucoup d'influence sur les fidèles, alors que franchement, je vous le dis, moi je suis éducateur, je travaille dans le 93. Au début, quand les barbus sont arrivés sur les quartiers, on s'est affolé, etc. Puis moi, comme on est éduque, on est obligé quand même de travailler avec eux. Et la réalité, c'est que ce qu'ils disent aux gamins, c'est à peu près ce que disaient les curés quand j'étais petit. Tu dois être gentil avec papa, tu dois être gentil avec maman, tu dois être gentil avec toutes les leçons de morale qu'on fait aux gamins, qui servent en général à rien, parce que les gamins, c'est quand même des adolescents qu'on voit tout chier, y compris les barbus qui sont dans la rue. Donc, comme nous, on envoyait les prêtres au plot. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on peut trouver des tas d'exemples comme ça. Il y a, de mosquées éparpillées en France où il y a des... Donc on joue à se faire peur. Voilà. Je pense, très honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça a une influence réellement sur les musulmans de base. Alors, je dis pas que sur des esprits faibles, sur des Meïras qui existent certainement, il y en a ou des convertis qui sont excessifs, etc. Ça peut avoir une influence. Je rappelle aujourd'hui quand même que j'ai pas eu le temps malheureusement de lire tout le bouquin, mais je l'ai feuilleté ce matin. Vous donnez des exemples, par exemple, d'écoles, de lycées musulmans. Je rappelle qu'en France aujourd'hui, les lieux d'enseignement cultuel, les lieux d'enseignement privés, catholiques et juifs, sont financés par l'État. Pratiquement tous à 100%. Il y a extraordinairement peu d'écoles qui sont financées par l'État, d'écoles musulmanes qui sont financées par l'État. Il y en a 3 ou 4 en France, en tout et pour tout. Donc on n'est pas du tout dans des chiffres comparables. J'ai l'impression qu'on joue un peu à se faire peur et que vous allez dans le sens de cette peur. Peut-être parce que c'est un de vos problèmes, enfin vos fantasmes. Mais j'ai l'impression que vous projetez énormément de votre peur. Moi je le ressens pas dans le quotidien et pourtant je vis à Noisy-le-Sec et je travaille à Montreuil. Oui, mais hélas, le problème, c'est justement celui des éducateurs et de l'associatif. C'est-à-dire que vous avez un discours, vous aussi, qui ne correspond, je pense, pas à la réalité non plus. Et qui est un discours bienveillant à l'égard et très compréhensif à l'égard de beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'État, par exemple, en effet, finance des lycées. Mais le lycée qui est financé à Lille, dont, le lycée Averroès, dont l'imam Laftar est le patron, est un lycée qui enseigne des choses absolument incendiaires à l'égard... Alors, il y a un côté d'éducation proprement dit qui est tout à fait bien, le problème n'est pas là. Et puis, il y a à côté l'enseignement et la réception également de conférenciers dans ce lycée qui ne correspondent absolument pas aux normes de la République et qui sont incitatives d'une forme de sécession. Et pourquoi Martine Aubry a laissé faire alors ? Ah ben ça c'est une question qu'il faut lui poser, je n'ai pas la réponse. Je pense que Martine Aubry s'est trouvée certainement, comme beaucoup de maires, face à une population musulmane extrêmement importante, avec également la proximité de Roubaix, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance capitale, et qu'au départ, elle a voulu faire, sans peut-être trop y réfléchir, elle a voulu faire pour que les choses soient apaisées, sauf qu'au bout d'un moment, elle a laissé faire trop de choses qui ne sont pas acceptables. Pourquoi vous parlez de Roubaix, de l'influence capitale de Roubaix qui est collé à Lille, c'est la grande agglomération lilloise? Parce que Roubaix aujourd'hui, parce que le culte musulman aujourd'hui à Roubaix, où une jeune femme il y a un certain nombre d'années a d'ailleurs été tuée par l'imam et ses adjoints dans une séance d'exorcisme totalement folle, parce que Roubaix est aujourd'hui en passe de devenir la première ville française à majorité musulmane, et que par ailleurs, cette majorité musulmane est essentiellement, presque majoritairement
intégriste. Donc, c'est quand vous dites intégriste, c'est-à-dire avec burqa, grande barbe. En tous les cas, certainement dans l'idéologie, dans la tête. Évidemment, beaucoup de burqa, beaucoup de barbe, beaucoup de camis, beaucoup de tenues afghanes. Et y a aucun on en parle et vous écouterez Pascal Perry, le père Patrice Gourier, Elisabeth Chemla est avec nous. J'ai des réactions par mail. L'islam, l'épreuve française, cette audition plomb et c'est au cœur des GG. RMC, 10h, 13h, Alain Marchal et les grandes gueules. C'est Elisabeth Chemla qui est avec nous sur MC dans les GG avec ce livre Islam, l'épreuve française, Tribune Libre. C'est de la collection Tribune Libre aux éditions Non, mais je Plomb, sais que c'est pas ça. où elle parle des relations entre la République et l'islam qui, je lis la 4e de couve, nécessite une révolution pour chacun des deux acteurs. Salem, dans un instant, va vous interpeller, Elisabeth, mais le père Patrice Gourier et Pascal Perry ont leur mot à dire comme disait l'autre. Père Gourier. Mais moi, j'avoue, je suis très gêné avec ce type d'ouvrage qui, à mon avis, ne fait que renforcer l'identitarisme. Je suis prêtre, je suis un fils d'Abraham, comme les juifs et les musulmans. On est frères. Et je pense que plus on stigmatisera une religion, plus elle se durcira. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais en contact avec un musulman qui m'a envoyé des mails, un auditeur d'RMC qui nous écoute peut-être aujourd'hui. Pourquoi il est musulman, converti? Parce qu'il croit à un idéal que notre société ne lui offre absolument plus. Notre société crée des inégalités sociales absolument invraisemblables, des inégalités économiques absolument invraisemblables. D'apparence, il n'y a plus aucune référence entre guillemets morale. Donc la religion apparaît actuellement comme un recours. Catholique ou musulmane? On est dans le multiculturalisme. Ben oui, mais la France, c'est fini son modèle, le clocher. Chaque année, on détruit 1000 églises en France. Je le déplore et j'en suis triste. Chaque année, on vend des chapelles. Mais les Français, faut qu'ils le sachent. Ils ont abandonné leur religion, qui ne critiquent pas d'autres personnes qui cherchent à vivre leur foi autrement. Donc moi, je crois que plus on fera des ouvrages, plus on fera des articles, plus on fera des films contre l'islam, plus on les durcira. Je suis pour l'intégration de l'islam dans la loi 1905. Vous avez lu le livre? Pas encore, j'ai eu ce matin le livre. Monsieur, excusez-moi, mais peu importe, j'en ai lu d'autres, Mais attendez, je serai musulman, Quel péché contre l'intelligence et contre l'honnêteté intellectuelle? J'en ai lu d'autres, madame. Votre livre n'est pas le premier sur le sujet. Monsieur, vous n'avez pas, votre livre n'est pas le premier sur le sujet. Et je crois que mon livre est au contraire le premier à faire quelque chose. Et je le dis sans aucune gonflette de l'ego. Mon livre est le premier qui prend tous les éléments d'un puzzle dont on ne veut pas parler, qu'on n'a jamais voulu assembler, on n'arrête pas pour d'aborder. l'assembler. Par ailleurs, j'espère que quand vous expliquez que les Français peuvent se tourner vers une autre religion, ce qui est leur droit le plus total, j'espère quand même que vous considérez que la religion catholique, aujourd'hui encore, puisque vous en êtes un représentant, si je comprends bien, enseigne des choses qui sont compatibles avec la République. Ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'une partie de ce qui est véhiculé par l'islam tel qu'il est enseigné, par des imams étrangers, qui pour la plupart ne parlent même pas français. Mais voilà le problème. Eh bien, c'est le problème C'est le problème que pose ce livre que vous n'avez pas lu. Ça fait longtemps, des années qu'il est soulevé. Même à l'Institut catholique, on forme des imams maintenant. De parler de vous ou de quoi que ce soit de vous, si je n'avais pas lu. Mais votre procès n'a rien d'original, madame, excusez-moi. Elle n'a rien d'original. Nous sommes dans tout sauf un procès dans ce livre. Pascal Perry. Rien d'original. C'est vrai que l'islam est une religion totalisante. Comme le judaïsme d'ailleurs, Madame Chemla, puisque c'est tout à la fois un code religieux. Comme toute religion. Non, c'est faux. Le christianisme ne l'est pas. C'est pas un code social. C'est simplement une alliance. Il a été pendant un millénaire. Non, ça n'a jamais été un code social. Non, c'est pas un code social. Laissez finir Pascal. Moi, je vais vous dire très franchement, je suis partisan d'abolir la loi de 1905 parce que j'ai constaté comme vous, j'écris pas mal de choses sur ce sujet. Il y a une quinzaine d'années, avec Antoine Sfer et les cahiers de l'Orient, nous avions mené un travail et nous avions conclu qu'il fallait abolir la loi de 1905, qu'après tout, la situation en Alsace-Lorraine n'était pas scandaleuse. Pourquoi est-ce qu'il faut l'abolir? Parce qu'effectivement, on constatait que la liberté profitait parfois aux ennemis de la liberté. C'est-à-dire qu'on avait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui rivalisaient pour construire des mosquées en France, pour accroître leur part de marché sur les musulmans qui vivaient en France, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a une offensive massive du Qatar et de quelques autres. Pour moi, ça, c'est un véritable problème en termes de souveraineté. Et autant je suis, alors les gens qui nous écoutent, qui ont l'habitude de m'entendre, vont se dire tiens, c'est curieux, il est devenu étatiste alors qu'il est libéral en économie. Oui, je pense qu'on peut être libéral en économie, mais qu'on ne peut pas l'être quand il s'agit de défendre la souveraineté de l'État.
pour moi, ce pays, je le dis au risque de choquer, est un pays de tradition chrétienne. Alors, je voudrais dire que, en ce qui concerne la loi de 1905, je propose, moi, dans ce livre, une modification de la loi et non pas son abolition, parce que je ne vois pas pourquoi on passerait du tout ou rien, et il faut absolument la conserver. Il faut simplement l'adapter au contexte. Exactement. Elle a été faite pour autre chose. Voilà. Et en ce qui concerne la terre concordataire, je vous rejoins tout à fait, puisque parmi les solutions que je propose à la fin de ce livre, il y a notamment le fait que la formation des imams soit faite par un institut. Par exemple, on a bien délocalisé l'ENA à Strasbourg. Donc, que l'État crée une école d'imams français, parlant français, véhiculant un islam interprété comme il convient pour la République. Non, ça n'existe pas. L'Institut catholique de Paris forme des imams, madame, depuis des années. Monsieur, l'Institut catholique de Paris, que vous devriez connaître mieux que moi, ne forme pas des imams sur le plan religieux. Il les forme sur le plan de la culture politique, historique, absolument. Alors, c'est un premier pas important. Nous parlons du problème de la formation religieuse d'imams français en France, pour la France, pour les lieux de culte en France. Le deuxième institut qui forme les imams, c'est celui de Château-Chinon dans la Nièvre, et c'est un institut qui est de tout temps dans les mains des frères musulmans. Donc je ne comprends même pas de quoi vous parlez. Décidément, on a l'impression que vous ne connaissez en réalité pas. Mais pour vous, l'islam n'est pas soluble dans la société. Alors, en fait, il faut que cette religion disparaisse. Mais pas du tout. L'islam est au contraire très soluble dans la société, à condition que les deux parties, c'est-à-dire la société, la classe politique, les représentants de l'État d'un côté, et tout un certain nombre de représentants et d'organisations musulmanes se mettent ensemble autour d'une table. Voilà pourquoi je propose des états généraux. Ce qui est extrêmement sérieux, ça n'est pas une proposition en l'air, pour que les uns et les autres arrivent à définir les nouvelles modalités d'une entente d'un islam qui est minoritaire aujourd'hui, qui n'est absolument pas destiné, qui n'a pas vocation à devenir majoritaire, mais pour lequel la loi de 1905 et notamment le refus du financement par l'État entraîne d'une part des contorsions des collectivités locales et de leurs représentants, et une perte de souveraineté. Monsieur Sarkozy voulait le faire. Pourquoi ça n'a pas été fait? On va dialoguer avec Salem qui écoute depuis le début, qui est commercial dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour les GG. Salem, musulman, pratiquant, oui. Musulman pratiquant. Oui, et alors vous français, et vous en avez assez. Faut pas l'oublier ça. Non, mais complètement. Je crois que c'est l'élément d'ailleurs essentiel dans le débat. C'est le fait qu'on est français. Bien sûr. On est né en France. Que mon père est venu du Maroc et a pratiqué sa religion sans aucun souci. Et malheureusement, depuis moi quand j'étais à l'école primaire, j'en parle à ma fille hier, j'étais persuadé que les générations futures, on aurait pu la problématique d'identité ou de religion, puisqu'on aurait été éduqué avec des copains qui auraient évolué dans le même état d'esprit, et je pense que tout ça aurait été solutionné. Et je me retrouve en 2013 avec la énième débat, parce que le livre, on n'a pas besoin de le lire, il suffit de lire le titre pour comprendre un peu l'état d'esprit du livre. Je fais pas un procès d'attention, malheureusement le titre est évocateur, c'est ça le souci, et c'est pour ça que j'ai réagi, tout simplement, encore une fois, pour faire un plan de com autour de l'islam. Nous, en tant que musulmans de France, je parlerai pas d'intégrer parce que j'ai jamais été intégré. Je me suis jamais intégré parce que je suis français, donc je comprends pas le mot intégré. Je me sens normal. Mon associé juif, mon copain, mon président de club de tennis chrétien, je comprends pas ce discours-là. Alors aujourd'hui, il est fatigant après la burqa, après le halal, après venir faire des soi-disant enquêtes dans les mosquées. Je crois que vous parliez tout à l'heure d'argent liquide pour les RG et tout ça. Je crois que ces services généraux, si cette dame journaliste a pu faire ces enquêtes, je pense que les services généraux sont certainement plus habilités, ont certainement beaucoup plus d'éléments que cette personne. Donc si elle a réussi à faire ces enquêtes, je pense que notre sécurité française a permis à la France de pouvoir savoir qui est qui et qui fait quoi mais Salem, dans ces mosquées. Oui. Salem,
Elisabeth va vous répondre, mais je pense qu'en fait, son livre, ce n'est pas vers vous, enfin, ce n'est pas vous qui êtes la cible, c'est plutôt de montrer que dans l'ensemble de la religion musulmane, il y a une toute petite partie qui aujourd'hui n'est pas compatible avec la République. Alors, Elisabeth va mieux vous répondre que moi, Salem. Alors, attendez. Mais je vais seulement répondre à cette question-là, parce que je n'étais sûr que vous alliez la poser. Je l'entends très bien. Mais pourquoi j'ai réagi? La question est de savoir c'est pourquoi moi. Bah oui, justement. Qui n'est pas vous n'avez pas, entre guillemets, vous n'auriez pas à réagir. Bien sûr que si. Exactement. Donc, à un moment donné, il va falloir comprendre que 95%, 97 ou 98% des musulmans qui n'ont aucun problème avec la France, puisque nous sommes français, n'arrivent plus à entendre ce discours-là qui, en fin de compte, donne matière au Front National. On lui donne encore la possibilité d'argumenter. Salem, réponse d'Elisabeth Chemla. Bonjour Salem, merci pour votre intervention. En fait, je crois que vous avez tout très bien entendu. J'ai une seule chose à vous répondre. Je crois que l'un des gros problèmes auxquels nous nous heurtons tous, n'est-ce pas, puisque il est évident, ce livre, vous ne l'avez pas lu, mais il ne parle que des Français. C'est un livre sur les Français qui sont musulmans. Donc, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que vous tenez ce discours, mais il se passe sans arrêt en France. Au niveau des banlieues, des cités, des quartiers dans les grandes villes, c'est-à-dire dans votre et notre entourage permanent, dans notre vie quotidienne. Ensuite, sur des événements beaucoup plus problématiques et beaucoup plus médiatisés, les caricatures de Mahomet, Mohamed Merah, d'autres choses depuis que vous connaissez aussi bien que moi. Il se passe énormément de symptômes de cette radicalité dont je parle, et vous savez très bien qu'elle existe et qu'elle est un problème et une épreuve pour vous aussi. Le problème, et je le dis très clairement, c'est que vous-même, on ne vous entend jamais. C'est-à-dire que quand, par exemple, il se passe quelque chose comme ces assassinats de Mohamed Merah, il faudrait, c'est une supplication de ma part, car une partie du problème est entre vos mains. Il faudrait que vous arriviez leurs représentants, à faire... tout du moins. Oui, leurs représentants ou des représentants. Mais on veut entendre les musulmans. On veut entendre les musulmans sur Monsieur Merah. Que vous fassiez des marches, que vous fassiez pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça. Une grande partie du malentendu. Mais des musulmans étaient priés aux obsèques. Entre la France, les Français en général, et vous, Français musulmans, qui ne participez pas du tout à cette radicalité, c'est évident. Le problème vient aussi de votre propre attitude. Vous téléphonez aux grandes gueules, vous avez raison, parce que ça nous permet de dialoguer. Mais, je vous en prie, quand il se passe des choses avec lesquelles vous êtes vous-même dans un désaccord, mais profond. On les entend ici, en tout cas, dans les GG. Dans les GG, mais qu'on les entende partout. Merci Elisabeth Chemla, livre qui provoque le débat. Vous êtes venu en parler avec nous dans les grandes gueules. Islam, l'épreuve française, c'est dans la collection Tribune Libre, c'est aux éditions Plomb. Merci à Salem d'avoir été avec nous.